Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc qu'on voit tous les jours sans forcément y penser. La quasi-disparition du journal papier. Oui, on a l'impression que ça s'est fait comme ça, naturellement. Exactement. Mais pour notre analyse, on s'appuie sur un texte vraiment percutant du laboratoire d'analyse des discours contemporains, tiré de leur publication « La société observée sous la loupe ». Un texte qui s'intitule d'ailleurs « Le journal imprimé devient obsolète à l'ère de la visibilité permanente ». Ça pose le décor. Ça pose le décor, et la question qu'il soulève est simple en apparence, mais en fait, elle va très très loin. Est-ce qu'on assiste juste à la fin d'une technologie, un peu comme la cassette ou le Minitel? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que c'est le symptôme d'un changement beaucoup plus profond de notre rapport à l'information, à l'espace public? Et là, l'analyse est assez catégorique. Ce n'est pas un simple changement, c'est un ajustement structurel majeur. Tout à fait. Et pour comprendre ça, le texte introduit un concept, un peu long mais essentiel, le régime discursif médiatico-spectaculaire. D'accord. En gros, c'est l'idée qu'on est entré dans un système où ce qui compte, c'est le spectacle, la visibilité, la réaction immédiate. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne disent pas que le numérique a battu le papier. Ah non. Non, ils disent que le journal a été rendu inutile, simplement parce qu'il n'était plus compatible avec les règles de ce nouveau jeu. Inutile, c'est fort comme mot. Ça voudrait dire que le journalisme, lui, n'est pas mort, mais que son support historique, le papier, est devenu un outil qui ne rentre plus dans la boîte, quoi. C'est exactement ça. Le journalisme reste, bien sûr, vital, mais sa forme papier a été mise sur la touche. Pas par manque de qualité, mais par incompatibilité de principe. D'accord, alors explorons ça. L'analyse décrit ce qu'était le journal, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît presque exotique. Ah oui, Il appartenait à un monde basé sur, et je cite, la durée, la hiérarchisation et la rareté. On est à des années-lumière de nos flux d'actualité. complètement. Pensez-y une seconde. La durée, ça veut dire prendre le temps de lire un article. La hiérarchisation, C'est la rédaction qui décidait de la une. voilà. Et la rareté, une édition le matin, et c'était tout. Il fallait attendre le lendemain. Ce modèle, il supposait un certain type de lecteur, un lecteur qui est devenu rare lui aussi. Que le texte décrit comme disponible, relativement stable, prêt à consacrer un temps continu à un monde présenté comme cohérent. C'est vrai que c'est le portrait robot de quelqu'un qui n'existe presque plus. On picore l'info entre deux trucs, Exactement, dans les transports, entre deux réunions. et c'est là qu'elle clash. L'analyse oppose ce modèle à ce qu'elle appelle l'économie contemporaine de l'attention. Et ce nouveau système, lui, il ne carbure pas du tout à la cohérence. Il carbure à l'opposé. À l'exact opposé, la discontinuité, la simultanéité, l'émotion rapide et la visibilité maximale. Du coup, tout ce qui est lent, nuancé, qui demande un effort, devient un obstacle. Donc, ce n'est pas juste que le journal était trop lent. L'analyse va plus loin et dit qu'il était carrément contre-productif. C'est presque une accusation, là. C'est une observation structurelle. Dans un monde où le succès, ça se mesure en clics, en partage, un support qui t'encourage à te déconnecter du flux pendant une demi-heure pour lire tranquillement, Il va à l'encontre du système. voilà, il est contre-productif pour les géants de l'attention. Sa lenteur, ce n'est pas un défaut de vitesse, c'est un défaut de conception par rapport au marché. Il y a une phrase dans le texte qui m'a vraiment marqué. Elle dit que le journal n'a pas perdu une bataille, mais qu'il a été disqualifié pour excès de sobriété. C'est tellement bien vu. C'est élégant et terrible à la fois. C'est une disqualification avant même le combat. Le nouveau régime, il n'a pas dit « le journal a tort ». Il a juste proposé une alternative plus rapide, plus colorée, plus interactive. Qui a rendu la sobriété du journal juste ennuyeuse. Exactement. Pourquoi lire un long article en noir et blanc quand tu peux avoir une vidéo de 30 secondes avec une musique dramatique? Le spectacle ne censure pas, il rend l'alternative moins désirable. Ça change toute la perspective. Mais alors, si le support change, est-ce que l'info elle-même change de nature? Ah oui, et c'est le deuxième point crucial. La fonction de l'information s'est inversée. L'analyse est très directe là-dessus. L'info ne vaut plus parce qu'elle est claire, mais parce qu'elle déclenche. L'objectif n'est plus la compréhension, c'est la réaction, précisément. Un bon contenu, ce n'est plus celui qui te fait dire « Ah, je comprends mieux », mais celui qui te fait dire « C'est un scandale, je partage ». On le sent tous, ça. Cette petite montée d'adrénaline, cette envie de réagir dans les commentaires avant même d'avoir cliqué sur l'article. C'est un mécanisme très puissant. Et la matérialité du journal était un frein physique à ce mécanisme.
Le papier, par sa nature même, il imposait des délais. L'analyse, les listes, et ça fait réfléchir. Lire avant de réagir, comprendre avant de commenter, attendre avant de s'exprimer. Des étapes qui étaient la base de la citoyenneté éclairée et qui sont devenues des obstacles à la viralité. C'est ça. Le journal proposait une temporalité qui n'est juste plus alignée sur celle des plateformes. Il y a une distinction dans le texte que je trouve très parlante pour illustrer ça, c'est la différence entre les ensembles que produisait le journal. Et les séquences du spectacle. Oui, un ensemble, pour moi, c'est une page de journal. Il y a un article principal, des articles secondaires, une photo. Tout ça forme un contexte. C'est un espace structuré. Alors qu'une séquence, C'est l'inverse. C'est un fragment isolé, optimisé pour l'émotion. Le clip viral dans l'absus sorti de son contexte. Le tweet rageur, le mème. L'un invite à la compréhension, l'autre à la perception brute. c'est une excellente illustration. La séquence, elle est autosuffisante, conçue pour circuler seule, et l'analyse conclut que ce passage de l'un à l'autre, ce n'est pas juste un changement technique, c'est un basculement anthropologique. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'on est passé d'un régime de compréhension vers un régime de perception. On ne nous demande plus de comprendre une situation complexe, mais de la ressentir, de la percevoir là, maintenant. C'est un peu déprimant, non? On nous demande d'être moins intelligents, en quelque sorte. Ou en tout cas d'utiliser une intelligence plus réactive, plus émotionnelle, ce qui nous amène à une idée encore plus dérangeante du texte. Ce changement n'est pas un accident. L'analyse dit que le régime du spectacle avait besoin de la fin du papier. Ah, là, ça sonne presque complotiste. Non, hein? C'est une bonne question. Le texte ne parle pas d'un complot, de gens dans une pièce sombre. Il parle d'une logique de système. Tant que les grands journaux papier étaient au centre, ils imposaient une norme implicite de crédibilité, de lenteur et de vérification. Ils étaient une encre. Voilà, leur simple existence rappelait qu'on pouvait traiter l'info autrement. C'était un point de référence. Et en faisant disparaître cette encre, on libère l'espace pour autre chose. Exactement. On libère l'espace pour une information désaffiliée. Une info qui circule sans origine stable, sans responsabilité clairement assignable, mais avec une visibilité maximale. L'info virale parfaite. C'est le Graal. Elle semble venir de partout et de nulle part. Et pour ça, il fallait écarter ce vieux support qui rappelait qu'à l'origine d'une info, il y a un nom, une rédaction. Il y a une phrase terrible qui résume ça. Le spectacle adore l'instant, il se méfie de la mémoire. Et le journal papier, c'est de la mémoire physique, on peut l'archiver, le ressortir des années plus tard. C'était un rappel gênant que le scandale d'hier n'est pas effacé par celui d'aujourd'hui. Tout à fait. Le flux permanent, lui, n'a pas de mémoire. C'est un présent perpétuel. La disparition de l'archive papier participe à cette culture de l'instant. Ce qui est fou, c'est l'ironie que pointe l'analyse. Ce nouveau système n'arrête pas de se réclamer des valeurs du journalisme. On parle tout le temps d'investigation, de fact-checking. C'est le paradoxe suprême. Le texte le dit de façon très mordante. On célèbre l'enquête tout en organisant économiquement sa rareté. On invoque la vérité tout en optimisant les algorithmes pour l'indignation. On garde les mots prestigieux, mais on vide le modèle économique qui permettait de les mettre en pratique. C'est ça. Une enquête sérieuse, ça coûte cher et ça prend du temps. Deux choses que le régime du spectacle déteste. Par contre, un titre choc qui génère de l'indignation, ça ne coûte rien et ça rapporte gros. Et du coup, l'impact sur l'espace public, c'est quoi? Si le journal n'est plus ce point de référence, qu'est-ce qui structure le débat? Plus grand-chose de stable, justement. L'espace public devient une scène fragmentée. Le texte suggère qu'on passe du citoyen qui se forge une opinion au citoyen qui devient un relais émotionnel. Un relais émotionnel. Notre rôle principal n'est plus d'analyser, mais de ressentir et de partager, de propager l'onde de choc. Et le débat devient alors une succession de performances. On le voit tous les jours sur les réseaux, chacun joue son rôle, cherche le like qui valide sa position. Exactement, et dans ce théâtre permanent, la nuance et la complexité, elles sont poliment priées de se faire discrètes. Elles ne sont pas spectaculaires. Un thread Twitter qui explique la complexité d'un projet de loi fera toujours moins d'audience qu'une phrase assassine qui le caricature. C'est un mauvais produit d'appel pour l'économie de l'attention. Mais le papier n'est pas mort à 100%. Il en reste. Des magazines, des revues trimestrielles, des MOOC. Comment l'analyse voit cette survivance ? Elle en parle comme d'usage résiduel. C'est peut-être un peu méprisant, mais ça décrit bien leur nouvelle place. Ce sont souvent de beaux objets, des objets presque luxueux. Ils s'adressent à une niche. Des gens qui ont encore le luxe du temps et de l'argent ?
Ça devient un produit de luxe, un peu comme le vinyle pour la musique. C'est une bonne image, oui. Et ce qui est fascinant, c'est la fonction que le système leur assigne. Le régime du spectacle tolère parfaitement ces enclaves. Il n'a aucun problème avec, à une seule condition. Qu'elle ne dérange pas le grand Barnum. Qu'elles restent dans leur coin et ne prétendent plus structurer l'espace public. Mais c'est encore plus pervers que ça. Elles servent même d'alibi. D'alibi. Leur existence permet au système de dire « Regardez, la pensée complexe existe toujours. La preuve, vous pouvez acheter cette revue. Rien ne vous empêche de réfléchir. » Sauf que, comme le dit l'analyse, cette pensée est priée de se faire ailleurs, plus lentement, et surtout sans perturber le flux principal. C'est une façon géniale de neutraliser une pratique tout en la gardant en vitrine. Comme une curiosité. Voilà. D'accord. Si on essaie de synthétiser, dire adieu au journal, ce n'est pas juste tourner la page d'une technologie, c'est acter une victoire silencieuse du spectacle sur la délibération. Une victoire sans confrontation directe. Oui, le papier n'a pas été vaincu, il a juste été rendu obsolète parce qu'il rappelait en permanence qu'informer suppose autre chose que capter l'attention. C'est exactement le cœur de l'argument. Et l'analyse se termine sur une idée qui est à la fois une conclusion et une ouverture. Elle dit que le régime du spectacle n'a pas détruit le journal. C'est plus subtil. Il l'a rendu inutilement exigeant. Inutilement exigeant, la formule reste en tête. Ça veut dire qu'il demande un effort qui n'est plus jugé rentable par la culture dominante ? Précisément, c'est une forme de pouvoir très sophistiquée. Ça ne fonctionne pas par la censure, mais par la disqualification culturelle. Le journal demande trop de temps, trop de concentration, pour le bénéfice perçu dans un monde qui valorise la vitesse. Et c'est là que l'analyse ouvre la porte en suggérant que c'est peut-être la forme la plus accomplie de domination discursive. Ce qui laisse une question en suspens, bien sûr. Oui, et elle est vertigineuse. Si cette logique est à l'œuvre, si le critère c'est est-ce que c'est assez rapide, stimulant et peu exigeant, alors la question finale est quelles sont les autres formes de culture, de savoir ou même de relations humaines qui, parce qu'elles sont jugées exigeantes, sont aujourd'hui en train d'être elles aussi discrètement disqualifiées. Le livre, la conversation profonde, L'ennui créatif peut-être. On peut étendre le raisonnement bien au-delà des médias.